j'ose dire, des contestataires, enfin ce qu'on pourrait dire les grandes gueules quand même. Je pense qu'on peut, oui, on peut dire grande gueule, je pense qu'on peut dire dissident. Dissident. Voilà, ouais. Dissident d'un pouvoir qui commence à énerver d'ailleurs de plus en plus de gens. Et oui, je suis, j'avoue, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, et deux, je suis assez admirative de ces personnes qui, comme vous, n'hésitent pas à se lancer dans des espaces médiatiques qui sont finalement complètement confisqués par une oligarchie, une caste qui se refile le pouvoir et médiatique et administratif et politique. Et puis on voit des gens qui émergent, tels que vous ou quelques autres médias, mais finalement je pense que les médias web, c'est vraiment l'espace qui nous reste. Et que donc vous l'occupez, c'est bien, merci de m'inviter. Bah, écoutez, ça nous fait plaisir aussi, parce que voilà, vous êtes une, si j'ose dire, une égérie justement d'une forme de contestation quand même. Ouais. Vous avez égérie, j'en sais rien, mais contestataire, ça c'est certain. Ouais, voilà, vous avez amené quand même de la contestation, parce que vous avez quand même un parcours, j'ai vu que quand même vous connaissez ce milieu politique, vous étiez attaché parlementaire, c'est ça? Oui, en fait c'est vrai que je suis depuis très longtemps très intéressée par la politique au sens sujet sociétaux. Voilà, c'est-à-dire un engagement dans la cité. D'accord. Donc j'ai eu un petit parcours, enfin petit, modeste politique, et en fait j'en suis sortie parce que extrêmement déçue, parce que je pense que j'ai pas mal d'idéal dans ma vie et que j'étais déçue par ce que j'ai pu voir de la politique. Mais en revanche, j'ai toujours continué, malgré tout, à être passionnée par les sujets de société. Et voilà, et j'ai toujours eu cette espèce d'envie d'apporter ma petite pierre. Et alors le mariage pour tous, parce que ça, on vous a connu en fait quand même à partir de cette affaire du mariage pour tous, donc un projet. Quelle affaire. C'était un projet porté par François Hollande, donc dans son, on va dire dans son projet présidentiel, il nous avait dit qu'il allait le faire. Effectivement, il l'a fait. C'est une des choses qu'il a tenues. Et, une des rares choses qu'il a tenues, voire l'unique, c'est clair. Non, enfin, il a réussi une chose aussi quand même, c'est à faire l'unanimité contre lui. Ah oui. Donc je pense qu'il il a réussi deux choses. Mais bon, voilà, il a vraiment, on peut dire qu'il a poussé ce projet vraiment, il l'a imposé parce que il y avait combien, parce que ça c'est quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. J'arrive pas encore à me connecter parce qu'ils doivent se demander pourquoi je ne lis pas les remarques des gens. Ouais. J'ai un petit problème internet. Dès que ce sera rétabli, je pourrais, parce que j'imagine qu'ils sont déjà en train de réagir, les gens. Bon, ils ont le droit de faire des gentilles remarques. Les méchantes aussi, mais surtout les gentilles. Surtout les gentilles. Bah justement, on va découvrir un peu. Bon, on va découvrir. Bon, c'est pas grave, même les méchantes on accepte. Mais bon. En général, ils sont assez justes. Ils sont assez justes. Et donc, sur cette affaire du mariage pour tous qui a été imposée, déjà, est-ce qu'on peut rappeler le rapport de force qu'il existait réellement? Parce que on peut dire, sans exagérer, qu'il y avait l'ensemble d'un monde médiatique qui était quand même pro-gouvernemental, enfin qui était quand même. C'est ce qu'on dit les médias mainstream. Les médias mainstream, voilà. Ils étaient quand même dans le camp du gouvernement, si on peut dire. Ouais. Et puis, on va dire, des opposants qui étaient, alors là. Ostracisé, je sais même pas si c'est assez fort. Enfin, on peut dire mis au bûcher. Oui, en fait, c'était. Il y a peut-être même pire encore que d'être mis au bûcher, c'est d'être méprisé. Ouais. C'est de faire comme si on n'existait pas. C'est-à-dire, vous prenez un tableau noir, vous écrivez dessus, vous mettez des centaines de milliers de petits bonshommes, vous prenez un tampon, c'est pour effacer, et puis vous effacez. Voilà, et vous vous retrouvez avec un tableau vierge, et c'est-à-dire que les personnes qui étaient dessus n'existent pas. Et je pense qu'en fait, c'est le comble du mépris, c'est de faire comme si l'autre n'était rien. En fait, c'est pire que de dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». C'était même pas « je ne suis pas d'accord avec vous », c'est « vous n'existez pas, vous êtes méprisable, vous êtes le petit peuple ». Et nous, et c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est cette espèce d'oligarchie, de caste, d'un pouvoir ultra méprisant qui vous dit mais vous êtes rien, voilà, tout simplement. Pourtant il y avait beaucoup plus de gens à la manif pour tous qu'à la contre-manif, si j'ose dire, non? Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, à toutes les manifs, à toutes les contre-manifs,
Le rapport se comptait de 1 à 10 à peu près. Oui, c'est ça. 1 pour les contre-manifs et 10 pour les manifs. On n'a jamais réussi en France, même en des très grosses manifestations qui étaient celle qui était la plus grosse et à laquelle on a un peu comparé celle de l'année dernière, c'était celle pour l'école libre, en 1984. Et même celle-là avait réuni moins de monde sur un coup. Tandis que là, en fait, on a réitéré les choses et on a fait des pétitions. Et souvenez-vous, il y a eu le Conseil économique et social, 700 000 personnes qui se manifestent. Et ces pétitions-là, on les met à la poubelle. 700 000, vous vous rendez compte? Oui, on n'a jamais vu ça. Parce que en fait, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Non. Parce que moi, j'avais l'impression de voir justement un rapport de force démesuré entre la cause que vous défendiez et justement on va dire le rassemblement que ça portait, qui était devant. Et puis, de l'autre côté, finalement, une mobilisation très... beaucoup plus médiatique que réelle, quoi. Très médiatique. Mais regardez, mais quand on y pense, souvenez-vous, il y a quelques semaines, Claire Chazal qui interroge Mélenchon, vous vous souvenez de ça? Oui. Il y avait 40 personnes et en fait, ils avaient groupé les personnes derrière Mélenchon pour faire croire qu'ils étaient des centaines de milliers ou qu'ils étaient des milliers en tout cas. Et bien en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, il y avait... un nombre considérable de personnes de notre côté, on faisait comme s'il n'y avait personne, ou quasiment. Et puis de l'autre côté, ils étaient incroyablement peu nombreux. Et en fait, on les regroupait. Voilà. Et donc, on est en plein dans la manipulation médiatique et gouvernementale. Alors, en parlant de manipulation médiatique, justement, vous avez été, si j'ose dire, victime. Alors ça, c'est du point de vue de mon analyse. C'est par rapport à Canal+ et le Petit Journal. Parce que je sais que vous avez une dent contre eux. Mais lorsqu'on analyse très objectivement la position que le Petit Journal a tenue dans cette affaire et la façon dont il a, on va dire, tenté de ridiculiser ou d'extrémiser un peu les propos des gens qui étaient contre ce mariage, à chaque fois en les portant, je veux dire, c'est facile d'attraper quelqu'un dans une manif, de lui faire dire n'importe quoi et de passer ça aux 20h en disant vous voyez bien que c'est des couillons, regardez ce qu'on leur pose. On pourrait faire la même chose dans la manif de l'autre côté. Donc Mais sauf que dans la manif de l'autre côté, on n'a pas besoin de beaucoup se forcer pour les trouver. Ceux qui disent des conneries. Non mais vraiment, c'est quand même... Dans les manifs, et notamment la manif LGBT l'année dernière, celle qui avait réuni le plus de monde, c'est-à-dire à peine quelques milliers de personnes, on voyait un hétéro... Non, qu'est-ce que c'était déjà? Un hétéro, une balle, une famille, une rafale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre de... il y avait ça, un hétéro, une balle, une famille, une rafale. Il y avait ça, il y avait les cathos au bûcher, il y avait des slogans qui étaient incroyablement violents et qui étaient portés par des gens qui semblaient assez fiers et en tout cas qui se gênaient vraiment pas pour les mettre, pour bien les tenir et bien les montrer. Nous, on a toujours eu un très grand respect finalement pour les gens qui ne pensaient pas comme nous. On voulait juste affirmer notre position, dire qu'on était très attachés aux valeurs qui touchent à la famille. Parce que la famille, c'est le socle de la solidarité nationale finalement. Quand la famille fout le camp, tout fout le camp, je vais dire. Mais c'est vrai. Donc en fait, très attaché à ces valeurs-là, parce que finalement, quand il y a une fragilité, c'est toujours vers la famille qu'on se retourne. La solidarité, c'est toujours vers la famille. La famille, c'est ce qui fait qu'une société tient debout. Et c'est tout ce qu'on disait l'année dernière. Et donc en fait on disait plutôt que de détruire la famille, aidez-la à être stable. Voilà. Et pour nous, un enfant, il vient d'un homme et d'une femme. De toute façon, a priori, on ne pourra jamais faire le contraire. Avec Monsanto, on ne sait jamais. Ouais, avec Monsanto, on ne sait jamais. Non, c'est clair. C'est une boutade, mais bon, quand même. Et donc voilà, et donc qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un enfant, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour la société, et voilà, et puis finalement on a été méprisés et on n'a même pas voulu nous entendre parler de nous. Donc c'est quand même, c'était indépendamment du fait que la loi est extrêmement mauvaise, et d'ailleurs on le voit, puisqu'en fait cette loi
enfin, moi c'est toujours ce que j'ai dit, parce que ça fait 8 ans que je me base sur ce sujet, mais j'ai toujours dit en fait que cette loi, c'était l'arbre qui cachait la forêt du gender. La loi La loi Taubira. Oui. C'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt du gender. Et qu'il y avait PMA, GPA et tout ce qui était toutes les conséquences. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre coécrit un livre qui s'appelle De la théorie du genre au mariage de même sexe, l'effet domino, dans lequel en fait on démontre que tout ça c'est le gender qui est à l'origine de tout ça, et que finalement il y a le mariage, il y a des conséquences en chaîne. Et d'ailleurs on le voit, il y a déjà des conséquences en chaîne. C'est-à-dire qu'on nous a dit non, il n'y aura jamais la PMA, il n'y aura jamais la GPA, et puis pendant que le gouvernement et les autres disaient il n'y aura jamais la GPA, il y avait des entreprises américaines qui venaient déjà, et qui reviennent d'ailleurs régulièrement, à Paris, pour faire la promotion de la GPA et pour louer des ventres de femmes. Et voilà, donc en fait, tout ça est fondé sur le mensonge. Voilà, c'est ce qui me rend en même temps assez optimiste, parce que moi je dis que j'ai l'espérance chevillée au corps, c'est que je dis toujours que c'est toujours la vérité qui l'emporte. Donc comme tout ça est fondé sur le mensonge, il y a forcément un moment où ça va imploser. Voilà, et on va récupérer, je pense, une société qui va tenir debout un petit peu mieux. Alors il y a pas mal, j'ai eu avec ce chat, alors beaucoup, bonjour à tous, il y a Jacques, Caf Marron, Didu, Hermite, etc., les habitués aussi, Verbalkin, Talasso, voilà. Donc apparemment, qu'est-ce que vous me dites, Madame Bourges? J'avais bien aimé votre intervention contre Caroline Forest. Elle essayait de jouer la victime. Vous l'avez bien remise à sa place avec sa fausse agression. Ah oui, ça c'est une séquence de télévision. Ça c'est une séquence en fait qui m'a pas mal amusée, j'avoue. Parce qu'on sait que Caroline Forest, qui est, j'allais dire, une espèce de créature LGBT, c'est-à-dire qu'en fait elle existe par cette cause, sinon elle n'existerait pas. Elle n'a pas de talent particulier, elle se dit historienne, mais on se demande bien pourquoi elle se le dit. Elle n'a pas fait de travaux. Elle se prétend un peu sociologue, voilà. sociologue. Oui, voilà, sociologue, je ne sais pas quoi. Et en fait, elle n'existe que par cette cause. D'ailleurs, elle est payée généralement par nous parce qu'elle fait des travaux qui sont payés par des subventions. Donc ce sont nos impôts qui la payent. Et il se trouve qu'en fait, elle raconte beaucoup de mensonges. Et donc en fait, je l'ai simplement mise face à ces mensonges. Voilà. Donc, et c'est vrai que ça m'a un petit peu énervé parce que elle a l'habitude qu'on l'adule et moi en fait elle m'a pas impressionné. Oui, mais vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez raison parce que elle est en plus. Alors vous, est-ce que vous êtes assimilé au courant catholique de Civitas vraiment, ou vous êtes dans cette veine-là, ou non, en fait moi je suis pas. Non, en fait moi j'ai jamais été Civitas. Maintenant je respecte tous ceux qui, enfin les gens ils ont le droit d'avoir leurs opinions. Moi, il y a pas mal de choses qui... Enfin bref, c'est pas du tout mon courant. Non, vous êtes pas... Parce que vous êtes assimilé comme ça, on voit une image, on dit c'est une catho et tout. Mais je suis catho. Oui, vous êtes catho. Mais voilà, ça par contre, oui. Et puis, non seulement je le suis, mais d'ailleurs, quand on s'est rencontrés à la conférence de presse, enfin quand j'ai rencontré Meta TV à la conférence de presse avec Farida Belgouche, je l'avais bien dit. Je suis catholique et fière de l'être, voilà. Et je pense qu'on est beaucoup plus respecté d'ailleurs quand on dit tout simplement ce qu'on est. Et moi, je le suis, voilà. Donc je le suis. Maintenant, je ne suis pas du courant de Civitas. Voilà. Parce que pour moi, enfin, on ne va pas faire comment dire, une soirée philosophico, je sais pas quoi, mais bon, c'est pas mon courant de pensée. Ouais, c'est pas votre courant de pensée. Pas du tout mon courant de pensée. Non, parce que c'est un peu une étiquette qu'on essaie de vous coller. Bien sûr, genre, non, mais attendez, je suis fasciste, je suis intégriste, voire je suis nazie, je suis violente. Enfin bref, je ne sais pas ce que je suis pas. Alors en fait, ce que je dis à tout le monde, il n'y a que le premier pas qui coûte. Donc une fois qu'on est traité comme ça, en fait, on se sent très très libre, parce qu'on ne peut pas être traité pire. Donc voilà, donc maintenant je suis tout ça, en tant que je suis tout ça, je le suis. Voilà. Mais en fait, ça m'est un peu égal pour tout vous dire, parce que moi je sais qui je suis. Donc je sais qui je suis et je ne me perds pas. Et donc les gens qui me connaissent, ils me connaissent tel que je suis. Et généralement, ils voient que je suis précisément à l'opposé de ce qui se dit de moi dans les médias. Bon, mais c'est ça qui m'importe en fait. Tant mieux. On nous demande, alors ça c'est Jacques qui me dit, bonsoir Madame Bourges, que pensez-vous de la légitimité de Brigitte Bardot, la bien nommée?
Parce que c'est vrai que pour rappeler, donc vous étiez quand même dans le collectif avec Frigide Barjot, qui était porte-parole. Bien sûr, on a été à l'origine d'ailleurs de la manif pour tous. Moi j'étais, bon, je trouve qu'elle a eu beaucoup de mérite et puis Mais est-ce que c'était pas mal barré d'avance quand même de la présenter en porte-parole? Parce que autant je dois dire que vous avez quand même une image quand même assez sérieuse. Frigide Barjot, rien que le nom, c'est déjà un nom déluré, déjà, ça commence déjà par le nom, mais ensuite c'est un personnage, et le personnage, on veut bien l'écouter, mais bon, on a l'impression que c'était mal barré d'avance, quoi. Elle arrive, Frigide Barjot, ça décrédibilisait le tout un peu. Ouais, un petit peu, en même temps, c'était... comment dire, ça a désacralisé un peu le sujet aussi, ça le rendait peut-être... moins lourd, je sais pas. Bon, je pense que chacun a son charisme, chacun a sa façon de faire. Bon, voilà. Moi, j'ai été très critiquée, y compris par elle, et je l'ai jamais critiqué moi, et je ne commencerai pas d'ailleurs à le faire ce soir, parce qu'en fait, je me dis chacun a ses fragilités. Je pense que ce combat était, enfin, je suis pas sûre que tout le monde imagine la pression colossale que c'est. Ce type de combat avec toutes les critiques, etc. Et donc je pense que c'était peut-être un peu lourd pour elle. Elle a subi beaucoup de pression et en fait, voilà, je sais pas si c'était le bon, j'en sais rien, mais en fait, je vais dire peu importe. Je pense que ce qui est important, et c'est pour ça que je suis jamais rentrée dans quoi que ce soit comme critique à l'encontre de qui que ce soit d'ailleurs, c'est que je me suis toujours dit ce qui est important, c'est la cause, c'est le combat. Après, chacun ses faiblesses, ses fragilités. Là, moi aussi, voilà, je balaye aussi devant ma porte et je me dis toujours, plutôt que d'aller voir chez le voisin, enfin voilà, bon, c'est un peu mon tempérament. D'accord. Alors il y a une question de notre cher Claude Ratigny. Alors Claude Ratigny, il a à chaque fois des questions très spéciales. On le soupçonne d'être un agent parce qu'il nous dit: bonsoir Madame Bourges. Selon Bruno Mercier, beaucoup d'ONG et des associations protégeant les enfants sont des paravents protégeant les réseaux pédophiles. Apparemment, vous étiez le porte-parole du collectif pour enfants, où le site met en avant 80 associations pour enfants. Avez-vous entendu parler de ces réseaux couverts par les ONG et associations? Alors, oui. Enfin, je ne les connais pas personnellement. En revanche, je pense que Claude, oui, voilà, Claude a absolument raison, qu'il se passe des choses mais gravissimes en France, qui sont complètement occultées. J'ai entendu parler de choses incroyablement graves, même de sacrifices d'enfants ou autres, et de réseaux pédophiles, qui mettent en cause des personnalités, et les choses sont toujours étouffées. Donc malheureusement, moi j'ai pas accès à tout ça, mais je sais que ça a beaucoup circulé, et je crois que le problème, c'est qu'il y a des personnalités qui sont des personnalités politiques, enfin je le dis, après je ne peux pas donner de nom parce que je n'ai aucune preuve, mais Claude a parfaitement raison. Maintenant, moi si je pouvais mettre ça, mais je pense que ça c'est très dangereux pour les personnes qui font ça, mais si j'avais quoi que ce soit comme information, alors là je peux vous dire que quels que soient les risques, je ferai tout pour que tout ça soit découvert. Mais je pense qu'il a parfaitement raison. Il y a en effet des ONG, des associations qui font des choses incroyablement graves, et des magistrats et des personnalités politiques qui couvrent tout ça, ces réseaux pédophiles. D'ailleurs, il y a des liens avec l'affaire Dutroux. Vous souvenez-vous de l'affaire Dutroux en Belgique? Et en fait, ça ne s'est évidemment pas arrêté à la frontière de la Belgique. Donc on sait bien qu'il se passe. On a l'affaire de Zandvoort, ceux qui ont suivi avec Marcel Verlosson, qui a été le seul condamné, celui qui a dénoncé le réseau dans cette affaire. Voilà, exactement. Donc en fait on sait très bien oui, non mais on sait très bien. Donc moi je ne peux pas répondre. Parce que ça écoutez, ça fait plaisir quand même de vous entendre parler de ça, parce que ce sont des sujets, on sait, qui sont de très tabous, qui sont en revanche de plus en plus notoires auprès du public. C'est-à-dire qu'on a du mal maintenant, beaucoup de gens s'informent et voient, parce qu'en plus on a quand même, il y a eu l'affaire Amit Biza aussi, là, à Draguignan, il n'y a pas longtemps, c'est pareil, une affaire
où les parents sont condamnés. C'est-à-dire c'est toujours le parent qui dénonce qui est condamné. C'est quand même extraordinaire. Et à chaque fois, on remet l'enfant à la personne que l'enfant même. C'est incroyable. Ouais. Nous, on a des témoignages, on prépare, je dois bien dire, une émission spéciale là-dessus. On a tout un tas de témoignages, des gens qui nous contactent et tout. Il y a énormément de familles touchées par ça. C'est incroyable. Énormément. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est là que je me dis qu'en effet, il y a aussi des magistrats qui sont dans le coup. C'est qu'en fait, c'est précisément ce que vous dites, c'est-à-dire que les enfants sont reconfiés à des familles dont les parents ou les grands-parents, parce que parfois on fait des horreurs sur eux. Et voilà. Mais ça, on le sait aussi parce que quand les enfants, on arrive à les en sortir et qu'ils vont chez le psychologue ou le psychiatre, ils font souvent, ils parlent par dessin, en fait, ils s'expriment par dessin, et ils font des dessins qui sont épouvantables. Et ils racontent même des scènes par dessin. Et donc on peut voir ce qui se passe en fait. Bien sûr, Ils décrivent des tables sur lesquelles ils ont pu être torturés, etc. Et ça continue. C'est des faits extrêmement graves. Alors moi je voudrais dire pourquoi j'ai créé cette association qui s'appelle l'Association pour la protection de l'enfance, parce que finalement c'était un peu dans la question de Claude. Donc en fait je l'ai créé il y a à peu près 8 ans. Et ensuite un collectif où en effet il y a 79 associations parce que en particulier pour lutter contre l'adoption des enfants par les couples de même sexe, parce que en fait c'était avant les élections présidentielles précédentes, donc tout ça ne date pas de François Hollande en fait, ça date d'il y a bien plus longtemps, toutes ces idées de mariage pour tous, adoption, PMA, GPA, etc. Parce que en fait j'entendais beaucoup parler, non j'entendais pas beaucoup, mais j'entendais parler de ça et je me disais ça revenait, c'était récurrent, ça revenait régulièrement quand il y avait des candidats où on disait toujours alors vous êtes pour ou contre le mariage, vous êtes pour ou contre l'adoption, vous êtes... Et ce qui me frappait c'était que quand un candidat avait le malheur de dire je réfléchis, c'est-à-dire qu'il disait pas je suis pour, je suis contre, il disait je réfléchis, on lui disait vous êtes homophobe. Et moi j'ai entendu ça et je me disais mais c'est quand même dingue, dans ce pays, non seulement on peut plus s'exprimer, mais en plus on n'a même plus le droit de penser. C'est-à-dire que rien que de dire je réfléchis, ça vous met dans une catégorie si on ne dit pas qu'on était en l'occurrence qu'on était pour. Et donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit il faudrait essayer de réunir sur une plateforme pour attirer l'attention de ce sujet dont on n'entend pas tellement parler, mais dont on entend tout de même trop parler, alors que ça concerne une ultra-minorité de personnes. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai cherché un support, parce qu'une personne toute seule, ça ne se fait pas entendre. En revanche, quand on commence à être en association, on a des adhérents, puis en collectif, et puis ensuite donc des associations qui se réunissent entre elles, on peut commencer à se faire entendre. Et donc j'ai créé ça. J'ai ensuite créé le site internet et puis j'ai créé un livre qui est sorti en 2008, donc ça fait 8 et 6, ça fait 6 ans, qui s'appelle l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, parce que je voulais mettre l'enfant au centre. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette association, puis le collectif. J'avais quand même cette idée-là derrière la tête. Ce qui fait que quand l'année dernière c'est arrivé, moi j'étais pas du tout étonnée. Enfin, même quand c'était dans les propositions, j'étais pas du tout étonnée parce qu'on entendait bien que c'était quelque chose qui était très récurrent. Mais les choses étaient déjà un peu en place, quoi. C'était plus facile d'être très réactif parce que ça faisait déjà longtemps qu'on l'avait préparé. D'accord. Voilà. Donc en plus, vous avez pu démontrer que c'est pas un projet sorti du chapeau, ça fait bien longtemps qu'on prépare le terrain. En fait. Ça fait bien longtemps qu'on prépare le terrain et en tout cas, moi, ça faisait bien longtemps que je préparais la riposte. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'ils vous ont pas vu venir en fait. Voilà, exactement. Donc on nous dit justement dans votre rencontre, alors j'ai lu ça, c'était voilà, Béatrice, racontez-nous ce que vous a dit Frédéric Aziza quand il vous a croisé dans la rue. Frédéric Aziza, il m'aime beaucoup. Ouais. Il m'aime tellement d'ailleurs qu'il a dit que si l'euthanasie passait, ça lui ferait plutôt plaisir que l'euthanasie passe pour que elle me soit appliquée. Voilà, en gros. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, donc ce à quoi je lui ai demandé de répéter parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant.
Et puis après, je lui dis, il n'a jamais voulu, il n'a pas assumé d'ailleurs, mais enfin tout le monde a bien compris qu'il l'avait réellement dit. Et donc je lui ai dit, mais en fait, donc, ce que vous voulez, c'est tuer les gens quand ils ont des opinions politiques différentes des vôtres, parce que moi, je ne suis pas malade. Donc je ne suis pas en fin de vie, enfin, sauf si à la sortie, il y a quelqu'un qui me fait beaucoup de mal, mais bon, je ne suis pas malade. Je ne suis pas en fin de vie, donc ce ne serait pas une euthanasie, je suis contre l'euthanasie déjà, mais ce ne serait pas une euthanasie pour cause de maladie ou autre. Ce serait une euthanasie pour délit d'opinion. Ouais. Donc c'est ce que je dis, donc en fait vous voulez faire mourir les gens qui ne sont pas d'accord avec vous politiquement. Est-ce que vous pouvez répéter ? Et il a dit non, j'ai jamais dit ça, mais en fait il y avait des témoins, tout le monde a su qu'il avait dit ça. C'est intéressant quand même pour un journaliste. C'est des gentillesses, j'ai envie de dire, fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même. Il est d'une objectivité très relative, ami Aziza. Voilà. Mais bon, moi je ne souhaite pas qu'il soit euthanasié. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je ne souhaite pas que vous soyez euthanasié, mais je suis intéressée de savoir que vous souhaitez que je le sois. Et ben voilà, une gentillesse. Enfin, la vérité est rétablie sur cette affaire. Alors là, on nous dit, Béatrice, bonsoir. Ne trouvez-vous pas que cette politique imposée est une vraie attaque frontale contre la famille dans le sens d'un changement civilisationnel radical voulu par les philosophes maçonniques? Eh bien, je suis absolument d'accord. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le réduire exclusivement aux philosophes maçonniques, parce que je pense que c'est encore plus large que ça. Mais en effet, c'est une volonté de changer de civilisation, pour nous faire entrer dans une civilisation où, en fait, une civilisation sans Dieu, une civilisation nihiliste et matérialiste, où en fait on coupe la relation verticale de l'homme, c'est-à-dire la relation à sa transcendance, je ne parle même pas de religion, mais à sa transcendance, c'est-à-dire à ce qui fait qu'il est homme, et puis à sa relation à l'autre. C'est-à-dire une relation à la fois une relation verticale, ce qui fait l'homme, c'est vraiment sa relation verticale, sa relation de génération. C'est-à-dire j'ai reçu et je vais transmettre, c'est la relation, c'est ce que j'appelle la transcendance, dépendamment des religions, et puis sa relation à l'autre, c'est-à-dire j'ai besoin de l'autre aussi, sa relation horizontale. Et là en fait on nous fait un homme qui est complètement renfermé sur lui-même, qui est coupé de toute son identité sexuelle, on le voit, son identité de genre, son identité nationale d'ailleurs. En fait on veut faire un espèce de grand, de grand univers, une grande terre où les gens n'ont plus d'identité, ils ont plus d'identité, d'identité de territoire. Et puis ils n'ont même plus de relation à l'autre, puisqu'ils auront bientôt, mais je pense que ça ne marchera jamais, mais enfin la volonté c'est que bientôt il n'y ait même plus besoin de l'autre pour procréer. Donc voilà. Donc en fait c'est ça. Donc ça s'appelle un véritable changement de civilisation. Et c'est une civilisation complètement nihiliste. Où finalement, l'homme... il s'est déshumanisé complètement, quoi. Eh bien oui, en fait l'homme s'est déshumanisé. Vous avez tout à fait raison d'employer ce terme, parce que je pense que c'est une société où finalement celui qui fera les frais, ce sera la société du plus fort. L'homme maître de l'homme, parce qu'en fait c'est ça qu'on veut faire, c'est l'homme maître de l'homme. Ça fait que c'est toujours le plus fragile qui paye les pots cassés de ça. Et une société où on ne respecte pas le plus fragile, c'est une société qui devient barbare. Donc moi je suis sévère, vraiment, c'est vrai, et j'emploie des termes qui sont forts, mais je pense que ce sont des termes qui sont justes, et que le fait de dire, quand finalement le degré d'humanité d'une société se mesure à la place et aux soins qu'il apporte à ses plus fragiles et à ses plus faibles. Et là, vous voyez, on tombe dans cette société où finalement on n'accepte plus la fragilité, on n'accepte plus la faiblesse, donc on n'accepte plus ce qui fait l'homme. Parce que ce qui fait l'homme, c'est justement la faiblesse. Ce qui fait une société humaine, c'est l'acceptation de la faiblesse. Et l'acceptation déjà de sa propre faiblesse et de sa propre fragilité. Et là, on voit du coup qu'on continue d'ailleurs à aller vers ce... Je dis pas, j'invente un mot, ça s'appelle le déprogrès. Et où on va vers l'euthanasie, on va, tout ce qui va faire que toute personne, vers les mouroirs, les personnes âgées, avant les personnes âgées, les personnes malades éventuellement, quand on avait des maisons, quand on pouvait, on les accueillait quand même, ou on les accueillait près de chez soi, on allait les voir, tandis que là, les personnes âgées très fragiles,
on les met dans ce qu'on appelle des espèces de mouroirs, des maisons de santé d'ailleurs, vous avez vu, des maisons de, comment s'appelle, de vieillesse, là, des maisons de retraite, où on les maltraite. Oui. Hein, vous avez vu ça maintenant, de plus en plus. Il y a eu un rapport qui montrait qu'une sur deux avait des anomalies. Une sur deux en France, c'est énorme. Et on voit des personnes très âgées dont les enfants ne viennent plus, les enfants ne viennent même plus les voir, qui ont des bleus, qui sont sales, qui ne sont pas lavés, qui ne sont pas douchés, qui sont dans leurs excréments toute la journée, dont on ne s'occupe pas. Et ben c'est parce qu'on n'a plus le respect des anciens. Mais comment on en est arrivé là? Parce que, je veux dire, par exemple, voilà, pour ceux qui ont voyagé, on peut citer le cas on peut prendre ce qui se passe en Afrique où les vieux sont pris en charge par la famille. Et pourtant, ils ont beaucoup moins d'argent, les gens. Ils ont pas le même niveau de vie que nous. Ils ont l'humanité. Oui, ils ont l'humain. Ouais. En fait, ils ont l'humain. Et nous, on est dans des sociétés qui deviennent tellement matérialistes qu'on perd. Et c'est justement, je pense que d'ailleurs, c'est proportionnel aussi. On voit que dans les pays qui sont... je ne vous parle pas de la misère, hein, mais je vous parle de moins de richesse, voire d'une pauvreté, pas d'une misère, mais de pays qui sont moins riches. Ils ont souvent un degré d'humanité qui est beaucoup plus grand. Nous, on est devant nos écrans d'ordinateur, bonjour, écran d'ordinateur, mais on est justement devant nos télés, devant nos écrans d'ordinateur, devant les jeux vidéo. Les enfants, ils ont leur iPad, enfin sans faire de pub, mais ils ont leur tablette là, ils ont déjà 6 ou 7 ans, ils n'ont même plus de livres, ils sont sur leur tablette, on les met devant la télévision, devant les dessins animés pour s'en débarrasser en fait, pour qu'ils soient sages, au lieu de leur lire des histoires. Et en fait tout ça fait qu'on arrive dans un espèce de monde virtuel qui est complètement coupé de la réalité. Parce que c'est ça aussi le monde dont on parlait tout à l'heure, le changement de civilisation. C'est qu'en fait on devient coupé de la réalité. On est dans un espèce de monde fictif, voilà. Et dans ce monde fictif, un monde fictif ne peut pas être un monde humain. Donc il vaudrait mieux avoir un monde moins matérialiste, et si on a un monde moins matérialiste, et bien en fait, on sera dans un monde qui deviendra beaucoup plus humain, et on aura moins d'argent. Mais en fait, en gros d'ailleurs, c'est quand on a beaucoup à perdre économiquement qu'on résiste le moins, qu'on est moins résistant. En fait, qu'on est plus asservi parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a. C'est ça, en fait. Parce que là, c'est vrai, alors justement, on abordait cette question sociétale, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est vrai qu'il y a une déshumanisation totale, donc l'homme, c'est l'homme rêvé d'Atali, hein, l'homme sans racines, l'homme sans culture. C'est exactement, transhumanisme. Voilà. Avec le transhumanisme, c'est-à-dire le transhumain, c'est-à-dire l'humain qu'on va techniquement complètement transformé. Donc on arrive à faire c'est vrai qu'avec la technique, on arrive à tout ça au nom du progrès, au nom de l'humanité, au nom de l'égalité, au nom de la justice, c'est-à-dire tous ces mots dont on modifie complètement le sens. Mais Jacques Attali, ce qu'il veut, c'est arriver à transformer l'homme, par exemple, pour lui faire un plus gros cerveau, c'est-à-dire à travailler l'homme à l'intérieur, enfin l'embryon à l'intérieur du ventre de la mère, pour arriver à le manipuler, pour lui faire un plus grand cerveau, pour faire que dans son cerveau on fasse des techniques en fait, et on le rende quasiment comme un ordinateur. On en fait un peu un robot, voilà. Même si vous allez voir il fait des émissions régulièrement dans Public Sénat, hein, donc il suffit de taper Jacques Attali, Public Sénat, et vous verrez les différentes interviews qu'il fait. J'ai entendu, donc je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a quelques semaines, mais je ne sais plus de quand date l'émission, qu'il souhaitait qu'on implante des puces pour rendre l'homme traçable. Son excuse, et c'est là qu'il nous prend pour des débiles, son excuse, c'est de dire « Oui, mais vous comprenez, comme ça, si jamais on enlève des enfants, et ben on saura où ils sont. » Mais vous imaginez bien qu'une personne qui enlève des enfants, en plus, elle va le mutiler pour lui enlever la puce. Voilà, donc il sera... Voilà. Donc il y a forcément des intentions cachées. Ou alors, mais bien sûr, il dit ça sous couvert de... plus de sécurité. En fait, c'est juste plus de traçabilité. Il a même eu le culot de dire on fait bien ça pour les animaux, on peut bien faire ça pour les humains.
tranquille. Ah bah il est énorme. Et les journalistes de Public Sénat. Ah oui, monsieur Attali. Oui, monsieur Attali. Monsieur Attali qui a à peu près 16 diplômes différents. C'est vrai que les journalistes sont apathiques des fois devant certaines déclarations qui sont mais c'est à tomber par terre. Surréaliste, voilà, c'est surréaliste. C'est ça, c'est surréaliste. Parce que quand il dit aussi, Attali, il explique bien que voilà, les gens qui servent à rien, c'est pour ça qu'il parle de l'euthanasie, il dit passé un âge, on travaille plus. On produit plus, ça sert plus à rien, vaut mieux s'euthanasier quoi. Voilà. On pourrait commencer par lui, tout le monde a envie de lui dire qu'il a quel âge. Non mais ça me fait penser en fait à un sénateur qui est le premier qui avait mis le sujet de l'euthanasie sur la table et qui s'appelait Caillavet. Le sénateur Caillavet qui était franc-maçon du Grand Orient et qui ne le cachait pas et il parlait de l'euthanasie. Et en fait il est mort l'année dernière à l'âge de 102 ans. D'accord. Voilà. Et donc je me suis dit, et alors son fils, je l'avais entendu à la radio, avait dit il est mort tel qu'il le voulait dans la dignité. Et il est mort à 102 ans. Et je me disais, en fait, c'est triste, c'est profondément triste, je trouve, parce que je pensais à ce pauvre monsieur Caillavet qui avait milité toute sa vie pour l'euthanasie, et je me disais, en fait, lui, ça montre bien d'ailleurs qu'entre ce qu'on veut quand on est en bonne santé et finalement ce qu'on veut quand on est très très proche de la mort, il y a quelque chose d'énorme qui se passe.